Salut, c'est Damien de Amour, Glory Chips. D'habitude, on commence l'épisode en rentrant direct dans le lard, en faisant semblant qu'on est encore un peu en off, en discutant avec l'invité, puis on fait une petite blague, comme si c'était pas encore commencé, et puis hop, ça démarre et on y va. Cette fois-ci, c'est un peu différent. On a roulé 2 heures avec Pierre jusque Lille, donc on est arrivé à 11h45 à la galerie Acide, où Simon expose, et puis le temps de sortir tout le matos de notre super valise orange, que t'as sans doute vu sur les réseaux sociaux, elle est vraiment très très belle. Et le temps de s'installer, de commencer, de brancher tous les câbles, il était midi, et on savait qu'on devait s'arrêter à 13h, parce que Simon avait une séance de dédicace. Et donc avec cette fenêtre de tir un peu restreinte, on commence sans le fameux small talk du début, où je demande à Pierre comment ça a été son week-end, et où il me répond « mais c'est bon, tout le monde s'en fout », ouais, ce genre de truc. Donc voilà, on commence direct. Simon Francard, c'est l'artiste derrière le projet Petite Luxure, que tu connais sans doute d'Instagram. C'est des dessins érotiques, des non dits graphiques, des jeux de mots qui parlent de cul, mais qui sont jamais vulgaires, toujours propres. On va parler de dessin, évidemment, mais on va aussi parler de vélo, de censure, de soudure, et d'hyperactivité, et de l'envie de faire 1000 projets en même temps, mais qu'en même temps il faut en choisir un, enfin bref, tout ça, tout ce qui nous tient à cœur depuis à peu près le début. Il y a aussi 0 montage dans cette interview. Simon a été très généreux dans ses réponses, le tout a été très fluide, donc ça a été vraiment très très facile à monter, et on est très content de ce premier épisode de 2020. Donc voilà, vous entendrez ça juste après. Et alors dernière petite chose, Amour Chips sera toujours gratuit, mais sa production et le temps qu'on passe dessus coûtent un peu d'argent. Donc si tout ce qu'on fait ici et ailleurs, que ce soit la production de podcasts, musique, photos, des livres et tous les autres trucs qu'on fait, si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous soutenir. L'adresse c'est très simple, c'est amourchips.com/Patreon et voilà, et on vous en sera éternellement reconnaissant, et il y aura des petits cadeaux de temps en temps à la clé. Donc voilà, merci beaucoup d'être là en tout cas, et je vous laisse entre les mains de Simon. Attends, ça je le couperai, mais peut-être qu'il faut tiens un peu plus le plus comme ça, ok, très bien, ça, désolé. Et donc tu nous disais que tu es sorti du bois. Ça s'est passé comment cette histoire? Parce que donc je me posais justement cette question, c'est qu'au départ tu étais un peu anonyme, et puis là d'un coup ça s'est fait sur le long terme, parce que ça fait 5 ans que j'ai lancé le projet, et au début je voulais vraiment rester anonyme, parce que ça fait 20 ans que je fais du graphisme, de la création de manière très large, on va dire. Et c'est un des projets qui avait commencé à prendre, où je me suis dit il faut pousser un peu, et j'ai commencé je l'ai commencé par hasard, du coup je l'avais pas réfléchi, mais quand j'ai vu que ça marchait, j'ai commencé à le réfléchir, et je me suis dit faut pas que je me montre. Au départ c'était vraiment purement dans la démarche artistique, dans le sens où je voulais que les gens s'approprient les images et se projettent dedans, donc il fallait pas qu'ils sachent quelle personne était derrière, un garçon, femme, quel âge, est-ce que j'ai des enfants, ça. D'une, c'était pas intéressant, et de deux, ça rendait vraiment un regard neutre sur les images. Donc c'était plutôt bien, ça m'a duré 3 ans on va dire, bien, et ça m'allait très bien, parce qu'en plus moi je suis très bavard, mais j'aime pas me mettre en avant. Et j'ai mon téléphone qui sonne. Tu peux le prendre, hein. Non, c'est une alarme pour un truc que je dois publier. Ah d'accord. Oui. Et du coup, prochaine question. Je suis très bavard, mais j'aime pas trop me mettre en lumière non plus. Du coup voilà, je m'étais vraiment caché derrière mes dessins. Après il y a eu un premier truc, c'est que du coup on m'a envoyé des demandes d'interview, je faisais tout par écrit, et je voulais pas faire Daft Punk non plus avec un masque, filmer à contre-jour, c'est un peu mégalo, mais je demandais juste parce qu'en plus, comme voilà, vous allez vous en apercevoir, je suis très bavard, je fais beaucoup de digressions, du coup souvent les interviews j'ai demandé par écrit, ça me permettait de me relire, de synthétiser, et en plus ça me gardait un anonymat, dans le sens où les gens me voyaient pas en direct, et je tournais mes phrases de telle manière à ce qu'il n'y ait pas d'accord participe passé, du coup c'était ni jamais masculin ni féminin. Sauf que il y a je sais plus quel journal, genre l'Obs, ils ont tout réécrit au féminin, ils ont dit que j'étais une jeune graphiste parisienne. Et après comme d'habitude, copier-coller sur internet, les autres articles, les gens avant de m'envoyer les questions, ils lisaient les autres articles, ils pensaient que j'étais une femme. Je voulais pas passer pour le salaud qui se déguise en femme pour aller dans le vestiaire des filles, quoi. Parce que, voilà, surtout que je suis pas mal investi dans les milieux féministes, les assos et tout, et je voulais pas passer pour un usurpateur, donc j'ai commencé, mais je me suis jamais montré sur mon compte, parce que voilà, j'ai pas envie que les gens me voient frontalement, mais n'importe qui Google Petite Luxure voit ma gueule. Et après voilà, il y a aussi des histoires, il y a un prof d'art à Tel-Aviv qui s'était fait passer pour moi, il avait fait un fil Twitter, une page Facebook et tout, que j'avais pas fait à l'époque, pour se faire briller auprès de ses élèves, donc d'accord. J'ai dû faire fermer tout ça, là je me suis dit bon, faut quand même, et puis voilà, et puis dernière étape, le livre,
Il y a mon nom dans les crédits du livre en petit, c'est pas sur la couverture, mais du coup, quand on va sur la Fnac, Amazon et tout, il y a mon nom en gros, donc voilà. Ouais. Maintenant, c'est trop tard. C'est trop tout le monde tard. sait qui je suis. Mais bon. Et d'ailleurs, en arrivant, j'ai eu mon premier selfie dans la rue par un inconnu qui m'a arrêté. C'est la première fois. Ah ouais, quelqu'un t'a reconnu. Et... Ouais, bah, grâce à ma femme en fait, donc c'était semi-privé, on va dire, mais c'était drôle. Voilà. Ok, Désolé, super. c'est un peu long. Mais non, mais c'est génial, c'est super. Et justement, avant ça, toi, parce que tu dis, t'as fait quand même pas mal de choses dans le graphisme, l'image, et puis tu as bossé tu as bossé ou tu bosses? Ça, je sais pas où tu en es maintenant. Est-ce que tu as tout arrêté pour vraiment te consacrer que à Petite Luxure, ou alors tu bosses encore comme consultant dans des boîtes de com ou des trucs comme ça ou... Ouais, en fait, au départ, je suis graphiste de formation. J'ai fait depuis le 2002, je travaille dans le graphisme. J'étais vraiment dans le digital au départ. Moi, j'adorais l'art numérique. Je faisais beaucoup de programmation. J'étais en coloc avec des codeurs. Génial. On faisait beaucoup d'art numérique, d'œuvres autogénératives. Enfin, j'adorais vraiment Il y a eu une petite période de folie au début du Flash. Ça a l'air tellement vieux quand on parle de Flash. Qui vraiment, c'était hyper excitant. On allait faire des festivals à Beaubourg et tout. Et puis très vite est arrivé l'iPhone, les réseaux sociaux. Flash a disparu. Toute l'intrication entre le code, l'interaction et l'art a un peu disparu aussi. Ouais. Et le graphisme. Du coup, je suis parti vraiment plus dans la pub tradi. Là, aux dernières nouvelles, je faisais des pubs, des tournages de pubs de bagnoles et tout. Donc je me rattrapais sur les tournages parce que j'adorais aller shooter avec des chefs-op en Norvège. C'est rigolo, mais disons que le cœur de métier qui était le graphisme et la création visuelle de faire une image, j'étais assez frustré. Ouais. Donc je travaille dans une très bonne agence que j'adore encore, qui s'appelle BETC. Ouais. Tu travailles ou tu travaillais alors maintenant je travaille encore pour eux en freelance, parce que je veux pas lâcher le film, mais en fait on a eu une rupture progressive. Je me suis mis au 4-5e, c'était pas suffisant, j'ai pris une année sabbatique. Ouais. Et à la fin de l'année sabbatique, comme le livre commençait, qu'il y avait beaucoup de projets, j'ai été voir mon boss, je lui ai dit je reviens pas. C'est ça. Mais je continue à faire un peu de freelance parce que déjà mes collègues sont des potes et puis je veux pas lâcher la ferme parce que j'ai une éducation assez rationnelle et du coup je sais qu'à 70 ans je serai pas encore en train de dessiner des fesses pour payer les études de mes filles, donc faut mieux garder un petit pied dans la com, on va dire. C'est ça. Mais donc même en ce moment c'est vraiment ça qui t'anime à 99%, ouais. C'est ça. Parce que c'est plus excitant, c'est plus rentable, enfin il y a beaucoup de choses qui font que puis c'est un bol d'air après 15 ans à travailler pour des marques et avoir des briefs et des contraintes, même si c'est agréable d'avoir des contraintes, parce que pour moi souvent la contrainte donne de la créativité. Ouais, forcément. On vient de la même école. Donc c'est hyper agréable quand on a un Eric qui appelle et qui dit tu fais ce que tu veux, je te mets le sous-cadre, j'expose et ça sera vachement bien. Voilà. Et là c'est une liberté à laquelle j'avais jamais goûté et j'avoue que pour l'instant je souffle sur les braises parce que c'est hyper agréable, quoi. Je le dis pour les auditeurs, mais Eric est justement dans la pièce avec nous. Salut Eric. Et donc welcome, merci de nous recevoir. Ouais, merci de nous accueillir. Et donc tu parlais au début, tu faisais toi-même du code ou juste tu partageais parce que tu vois, tu disais tu commençais à faire des créations avec du code et des trucs comme ça. Parce qu'on a eu cette période aussi avec je te parlais en off de la petite pub avec la voiture qu'on a fait. On l'a fait avec un gars qui s'appelle Tom Gall. Je sais pas si tu vois qui c'est. Tom Gall, non. C'est aussi un artiste numérique belge. Enfin, lui, il a aussi bossé dans une boîte belge qui s'appelait Happiness. Qui s'appelle Happiness. Ouais. Et puis il est parti à New York, un peu à Tokyo. Maintenant, il est revenu en Belgique. Mais il est devenu un peu genre un internet artiste, quoi. Et il fabrique des choses. Je sais pas si t'as vu passer. Il a 2-3 trucs qui ont un peu cartonné. Genre, il a fait un pied de biche avec le F de Facebook. Ou un coup de poing américain avec le M de McDonald's. Ah ouais, le couteau qui fait le swoosh de Nike. Ah oui, le couteau en swoosh de Nike. Vachement bien. Et en fait, avec lui, on avait commencé à faire des trucs un peu en essayant de détourner des choses d'internet et des trucs comme ça. Donc on prenait pareil, un peu comme un projet parallèle à notre travail de graphiste à l'époque avec Pierre, où on s'amusait à détourner des trucs d'internet et ça s'appelait l'Internet Club. Je crois qu'il doit rester. Et donc c'est ce genre de truc que tu faisais avec tes potes. Non, alors là j'ai 2 réponses déjà, parce que ça me fait penser à le travail d'un artiste que vous adoreriez, vous allez adorer sûrement, Felipe Villas-Boas. C'est un ancien collègue de chez Publicis en fait, qui est à peu près 1 an 2 avant moi. Il a lâché aussi la com pour partir dans l'art contemporain. Et lui il fait beaucoup de trucs comme ça. Là il a fait tout un truc avec la Tate moderne où il portait le F de Facebook comme la croix du Christ. D'accord. Il a fait un parallèle sur les pavés de mai 68 et les touches de clavier, les hashtags. Enfin, il fait beaucoup de choses comme ça, hyper intéressantes. Là la dernière fois il a fait un truc génial avec son père qui est immigré
qui était maçon, il lui a fait faire construire une carte de France en mur de briques qu'il a détruit ensuite. Enfin, vachement bien. Okay. Du coup, c'est sur les concepts. Mais moi, non, c'était pas trop ça. J'étais pas trop dans les objets. Moi, j'étais vraiment sur le code. Je codais beaucoup. Bon, du code de graphiste, on va dire. C'était de l'ActionScript. Voilà. Enfin, tous les langages de programmation qui étaient assez orientés vers le visuel. Du coup, moi, j'adorais faire... J'ai eu une période que j'ai encore beaucoup. Je retapais beaucoup de vélos anciens, par exemple. Et du coup, pendant 3 mois et demi... tous les soirs, je dessinais plein d'éléments de vélo, mais genre tout, je sais pas, 40 roues différentes, 40 potences. Et du coup, j'avais inventé une espèce d'horloge qui, toutes les 5 secondes, fabriquait un vélo complètement aléatoire en mélangeant tous les paramètres que j'avais dessinés. Ou j'avais fait une poursuite de voiture dans les films, mais en fait, c'était une œuvre de musique auto-générée, c'est-à-dire que chaque véhicule, c'était une piste musicale. Genre, il y avait un corbillard, c'était de l'orgue. Okay. Une voiture de rappeur, c'était un beat hip-hop, machin. Et du coup, pareil, toutes les 4 mesures, la configuration de la course automobile changeait et la musique en même temps. Enfin, tout ce genre de trucs un peu intriqués. J'avais pas l'impression de faire de l'art, moi. C'était vraiment de l'amusement en dehors de mon... Et de l'apprentissage. Voilà, et de l'apprentissage, voilà. Sauf qu'à un moment, j'ai failli me perdre parce que je faisais presque plus de code que de graphisme. C'est ça, ouais. Mais, et je me suis pris une claque la première fois que j'étais à New York en 2007, où j'avais été, je crois que c'était au MoMA ou Guggenheim. Il y avait les œuvres de, je crois que c'est John Maeda, qui est un mathématicien. Ouais. J'ai son bouquin à la maison, un gros truc. Et il avait fait tout un travail sur les horloges, justement, mais lui, c'était bien avant moi. Et je me souviens, il y avait ces écrans d'iMac, les tout premiers, là, en forme de bulle, avec ces horloges. Et en fait, c'est exactement ce que je faisais, moi, parce que je travaillais beaucoup sur le temps, l'horloge et tout, parce que c'est un paramètre qui porte beaucoup à sens et qui permet mathématiquement de créer beaucoup de choses. Et du coup, quand j'avais vu ça et que c'était, voilà, le mec qui était à New York au MoMA et tout, j'étais la merde. C'est ça que je fais ça dans ma chambre. Et voilà, mais voilà, je suis arrivé au mauvais moment, on va dire. Je suis arrivé au... Voilà, j'étais finaliste au Flash Festival à Beaubourg avec le premier gros projet que j'avais fait face à Étienne Mineur, qui était ma star du moment, que j'adorais. Du coup, j'avais été hyper fier parce que c'était un projet que j'avais fait en déconnant et j'avais perdu contre lui. Il avait fait un site pour Issam Yeke. Bref, du coup, toute cette effervescence m'a beaucoup plu et c'est vite retombé parce que techniquement, voilà, déjà, je pense qu'on pouvait pas... Parce qu'une fois que Flash a commencé à disparaître, fallait se mettre au HTML5, mais je voyais les gens qui galéraient, ils mettaient 6 mois à faire ce qu'on faisait en 10 secondes avant dans Flash, et ils étaient contents. Alors, fallait faire du Java, ça donnait très lourd, et c'est ça. Voilà. Et puis, en parallèle, j'ai jamais lâché le dessin, mais pour mon plaisir, et c'est grâce au dessin que j'ai fait un projet qui m'a fait changer de voie, mais sans faire exprès, quoi. Donc, c'est ça, sans faire exprès. Et justement, alors on va bifurquer vers ce truc. Pierre, t'avais une question? Non, j'ai pas de question. Ah non, t'as pas de Moi, question. j'écoute. Ah. Mais il valide. Et alors justement, ce petit truc qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, il se passe quelque chose et ça va devenir ce projet qui, enfin, tu vois, comment est né en fait, comment a naquit l'étincelle, le petit spark de la petite luxure. C'est ce que je disais tout à l'heure, puis je le dis souvent en interview. C'est vrai qu'au début, je l'avais pas calculé, mais comme assez souvent, moi, je me laisse beaucoup porter par les choses. Je suis je suis un peu hyperactif. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai un nouveau projet, je le note. Je fais de la broderie. Je pense qu'on se retrouve là-dessus. Et Pierre sera pas le dernier à le dire. Voilà, il y a quelques années, on a acheté une vieille maison, je me suis mis à la soudure à l'arc pour faire ma verrière. Enfin, voilà, j'adore apprendre des nouvelles choses. Là, j'ai passé les vacances de Noël dans une cabane au fond des Ardennes belges. J'ai brodé une veste. Enfin, j'adore. T'as fait ça ? Ouais. En fait, par exemple, je suis j'ai une culture cinéma et littéraire assez mauvaise parce que je suis incapable de voir un film ou de lire un livre parce que rester 1h30 inactif. Ah ouais. Ou alors, faut vraiment que ce soit un film prenant, voilà, genre Marathon Man, où il y a quelques films où vraiment je suis scotché. Mais du coup, je suis un peu dans ce genre-là. Du coup, on va dire, depuis que j'ai commencé, j'ai eu beaucoup de projets différents dans le graphisme, dans les vélos, dans beaucoup de choses. T'as probablement fait du polo. Du bike polo, non, j'avais beaucoup de potes qui en faisaient, mais non, c'était un peu trop hipster pour moi. Moi, je suis vite parti, en fait, je suis arrivé à cheval entre les pignons fixes, on faisait des allées-4 à Paris avec des potes coursiers, et toute la vieille école de Alex Singer, des vieux cadreurs des années 30 j'ai plus été attiré par les belles machines, du coup, j'ai passé plus de temps dans l'atelier à fabriquer des vélos qu'à rouler dessus, en fait. Et là, ça me revient un peu. Bref, cool. Du coup, voilà, j'ai eu beaucoup de sujets différents, et celui-là, comme les autres, je l'ai commencé sans faire exprès, c'est-à-dire que j'ai jamais lâché le dessin. Même si à la fin, directeur artistique dans la pub, on dessine plus trop, c'est souvent un plus, mais disons que voilà, à part faire des refs pour mes annonces presse, ça me servait pas trop. Et je faisais beaucoup de dessins, mais vraiment le tatouage, le tradi, les Sailor, machin. Et en 2014, je raconte ça parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, mais voilà, j'ai eu la grippe fin novembre en 2014 et
j'ai commencé des bouts de dessin de pin-up, genre façon bombardier américain, puis je les ai pas finis parce que j'étais crevé. Puis 3-4 jours après, je rouvre mes carnets et je vois des bouts de courbes de femmes pas finis, quoi. Et je trouvais ça assez rigolo. Je me dis, ça peut permettre de cacher des choses. Et pour le coup, ça, c'était un coup de bol parce que je me suis aperçu que les ingrédients, ils étaient là dès le départ. Le texte aussi était là aussitôt parce que, voilà, moi, je viens d'une famille assez littéraire. Mon père est prof de lettres. J'ai grandi dans les livres, même si je suis pas un très bon littéraire moi-même, mais j'ai un oncle aussi qui m'a beaucoup formé culturellement avec Tolkien et tout. Bref, du coup, les mots sont importants pour moi. Donc, disons que j'avais tous les ingrédients dès le départ, c'est-à-dire le dessin vaguement érotique et les mots. Parce que aussi, comme je suis graphiste, moi, il me faut un brief. C'est-à-dire que, je le dis souvent, j'essaie toujours de trouver le bon mot et après de faire un dessin. Parce que quand on me donne des mots, je peux en faire 1000 images. Alors qu'à l'inverse, quand j'ai une idée de dessin et que je le note, il peut rester 6 mois dans mon carton parce que je trouverai jamais les mots à mettre dessus. Parce qu'en plus, comme c'est toujours un petit twist créa dans les mots, c'est compliqué d'avoir... Bref, du coup, j'avais tous les ingrédients dès le départ, mais je savais pas que ça allait devenir ce que ça allait être, parce que j'ai eu ces ingrédients-là, je me suis aperçu que c'était très agréable à décliner, parce que comme je suis un peu fumiste et surtout très hyperactif, moi, passer 40 heures sur une peinture à l'huile, c'est pas mon truc. Du coup, je faisais un dessin, il est bien, il est pas bien, je passe à un autre. Ceux qui sont vraiment bien, mais que j'ai foiré une main, je pouvais le refaire 3 fois, parce que c'est assez rapide. Et... Après, faut pas croire que je dessine tout en ligne claire, hein. Je suis pas assez sûr de montrer. Des fois, je fais 5 croquis avant de faire le bon ancrage. Tu te décalques toi-même. Voilà, mais alors ça m'a rassuré, c'est que voilà, un de mes maîtres dans la matière, c'est René Gruot, dessinateur de mode des années 60. Et cet été, j'ai travaillé avec une galerie à Marseille qui a racheté tout le fond de René Gruot, ses ateliers. Okay. Du coup, j'ai eu accès à tous ses carnets de croquis et tout. J'étais sur le cul. Et du coup, d'ailleurs, ils m'ont payé en lithographie. J'ai une litho signée et je suis hyper fier. Et en fait, même lui qui faisait des fois des femmes en 2 traits, il avait fait 17 croquis avant de faire son trait. Bref, tout ça pour dire que voilà, j'avais ces ingrédients dès le départ, mais je pensais pas que ça allait devenir ce que ça allait être. En fait, comme j'en faisais beaucoup, que c'était agréable, j'ai posté sur mon Instagram perso, qui est en privé, où c'est mes potes et ma famille. Puis j'ai vu que mentalement, c'était un plaisir à en faire. Et je me suis dit, à la fin, je postais plus que ça. Je me dis, est-ce que mes sœurs ont envie de voir des dessins de bites et tout, donc j'ai créé un compte, mais même ça, je l'avais pas choisi au début. Je voulais l'appeler Luxure, et puis c'était déjà pris, donc j'ai mis Petite Luxure parce que c'était des petits dessins, mais j'avais vraiment rien calculé. Puis voilà, après, j'ai mis quelques hashtags. Au début, j'avais beaucoup de hashtags pour faire Vernis du Monde, et c'est comme ça que la sauce a pris assez vite, quoi, parce qu'avec quelques hashtags, les gens venaient. Comme c'est du snacking visuel, on va dire, parce que c'est des images qui sont assez rapides à regarder. Et par contre, derrière, on peut y voir plein de sens différents. Je pense que c'est ce qu'il y a du marché. Puis voilà, et après coup, je me suis aperçu des qualités, entre guillemets, de ce que j'avais fait sans le vouloir. C'est-à-dire que le côté inachevé me permettait de contourner assez généralement, bon, ça n'a pas toujours été le cas, mais la censure d'Instagram. Ouais. Ce côté de pouvoir présenter des images hyper crues, sans vulgarité, ce que j'adorais au final, j'ai dû le faire inconsciemment parce que en fait, je l'avais pas pensé au départ, quoi, mais voilà. Donc c'est venu après coup, c'est-à-dire qu'au bout de 3-4 mois, quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui s'inscrivaient, que tous les jours j'avais des nouvelles idées d'images, et encore à l'époque je travaillais encore à temps plein, donc je faisais vraiment ça dans mes temps libres, et que c'était quand même jouable, puis ma femme surtout derrière, parce que heureusement elle est là des fois pour me dire non là t'as un truc, change pas d'idée. Donc elle m'a pas mal poussé au début, puis c'est elle qui m'a poussé après à lâcher un peu mon vrai boulot pour m'y mettre à fond. Donc voilà, c'est une corrélation de tout ça. C'était une petite essentielle par hasard au départ, et après on a bien soufflé sur les braises, quoi. C'est ça. Ouais. Ok, cool. Et... C'est pas mal. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est une leçon un peu pour nous. On a tendance aussi à avoir pas mal d'idées, et puis de souffler sur les braises qui ne sont pas encore là, et souffler en même temps sur tous les projets. Et on s'essouffle nous-mêmes. Et on s'essouffle nous-mêmes. Ouais. Ouais, c'est sûr, on a plusieurs projets de front, c'est compliqué, ou alors faut vraiment qu'ils soient différents, parce que moi j'ai un ancien patron qui me disait, et j'ai été hyper fier avec lui, il était un peu même genre que moi, il a retapé sa maison hyper actif, et il m'avait dit que son père lui disait toujours, le vrai repos, c'est le changement d'activité mentale. Ouais. Et c'est vrai que moi vous me mettez sur une plage, au bout d'une demi-heure, j'ai envie de me pendre, parce que j'ai rien à faire. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, je pense qu'il faut avoir plusieurs projets, mais il faut qu'il y en ait un qu'on pousse en disant c'est celui-là le principal et c'est celui avec lequel je vais gagner ma vie ou faire quelque chose. C'est ça. Mais voilà, moi si le soir je vais pas faire de la soudure à l'arc ou couper du bois dans mon jardin, j'aurai pas la paix mentale, on va dire, pour le lendemain matin dessiner des traits fins sur mon carnet de dessin, quoi. Ouais. Et donc là maintenant que tu es comme tu disais à 99% sur Petite Luxure, est-ce que parce que
forcément, nous, quand on voit ça de l'extérieur, on se dit que c'est un super projet, il vit de ce qu'il a vraiment voulu faire et tout. Et est-ce que la liberté est vraiment là, ou alors tu sens que t'as autant de pression que quand tu bossais, tu vois, parce que c'est un peu un truc qu'on pourrait croire, c'est que on se dit, bah voilà, il a réussi à faire ce qu'il voulait faire, il a fait son propre projet, mais il doit quand même y avoir une pression de fou. Ah, bah, il y a une pression, ouais, parce que ma femme, elle a son compte aussi, on a 2 enfants, donc, voilà, on a acheté une maison, donc j'ai un crédit. Enfin voilà, il y a des pressions, on va dire, logistiques qui font qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Ouais. Après, il y a un grand sentiment de liberté dans le sens un peu gratifiant de la chose. C'est-à-dire que là, je gagne ma vie avec des choses que j'ai vraiment choisies. C'est-à-dire qu'avant, j'étais content de bien répondre à un brief d'une agence de pub et faire une pub et me dire, professionnellement, je suis allé au point. Enfin voilà. Mais pour moi, le graphisme après, on pourra en discuter parce que vous êtes de la partie aussi, mais moi, depuis mes études, je me dis les arts appliqués et les arts, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que pour moi, un art appliqué, c'est presque plus de l'artisanat, un typographe, ou voilà. Exactement. Que un artiste, ça peut être tout et n'importe quoi, comme scotcher une banane au mur, on a vu. Oui. Donc évidemment, on peut dire que tout est dans l'art, donc presque les arts appliqués, on pourrait dire que c'est de l'art, mais au même titre que la cuisine ou un menuisier, quoi. Ou même, voilà, une banane. Mais du coup, il y a ce côté un peu gratifiant de me dire, là, je me mets aucune barrière, je m'impose rien, c'est-à-dire que je fais ce que je veux, je fais un dessin qui me plaît, et on l'accroche au mur, et les gens l'aiment bien, et l'achètent, et like, et tout. Et là, c'est gratifiant. Par exemple, le livre chez Webeck, là, chez Gallimard, je suis super content parce que j'ai fait 0 concession, c'est-à-dire que ça fait très longtemps que des éditeurs me proposaient des choses, mais c'était jamais le bon moment, j'avais pas le temps, c'était pas forcément la bonne idée, on m'a proposé des recueils parce que j'avais pas envie d'imprimer mon Instagram. Et le jour où j'ai rencontré mon éditrice avec qui on a fait le livre, j'avais une idée en tête, j'avais une banque d'histoires que les gens m'avaient envoyée, je lui ai raconté, elle a eu l'œil qui brille aussitôt. Et du coup, j'ai expliqué exactement le projet que j'avais en tête, même sur la forme, je voulais une couverture toilée, une sérigraphie, et ils ont fait exactement ce que je voulais. Excellent. J'ai vraiment pas changé une virgule de ce que je voulais faire, et au final, je suis content parce que le livre, il marche bien, ils ont fait beaucoup de pressages, ça se vend bien. Donc là, il y a une liberté dans le sens où on se dit, on fait exactement ce qu'on veut, et ça fonctionne, mais par contre, il y a la pression de se dire, est-ce que ça fonctionnera demain ? Ouais. Et il y a aussi des trucs où on prend moins de risques. Voilà, là, je fais une œuvre un peu... En fait, je fais une expo à Rome. Je participe à une expo collaborative à Rome autour de la censure et les réseaux sociaux. Et c'est un sujet qui me tient un peu à cœur parce que j'ai lu quelques trucs. T'as déjà eu de censure sur ton compte? Ouais, un peu. Ils m'ont supprimé quelques dessins. Et en fait, j'ai eu un gros coup de flip. C'est que le jour où j'ai eu mon année sabbatique et que j'ai vu mes éditeurs, enfin, j'avais plein de projets qui se mettaient en branle. La semaine vraiment où tout ça s'est passé, le samedi, ils me ferment mon compte Instagram. Merde. Et là, mais vraiment, puis moi, c'est la mort parce qu'en fait, ce qui me fait vivre en grande partie pour l'instant, c'est la vente de tirages parce que c'est ce qui est de plus. Voilà, il y a les expos, il y a l'édition, il y a des collabs avec des marques, mais c'est des choses qui sont. Voilà, c'est à l'échelle de plusieurs mois, on va dire, alors que les tirages, c'est quelque chose d'assez régulier et c'est ça qui me permet de faire manger mes filles, quoi. Donc, si jamais j'ai pas 1 million d'abonnés, je peux plus vendre mes tirages, je peux pas faire manger mes filles, je suis obligé de reprendre un free le lendemain pour faire des pubs Peugeot, quoi. Donc, donc là, ça m'a foutu la pression, mais voilà, j'ai fait une réclamation, ils me l'ont remis au bout d'une heure. Voilà, maintenant j'ai quelques contacts sur Instagram, puis c'est vrai que avec toutes les histoires de Delacroix, de Courbet, maintenant ils essayent de pas trop censurer les œuvres d'art traditionnelles, entre guillemets, moi comme je fais tout à langue de Chine et tout. Donc bon, je suis un peu sur le fil, mais bref, toujours est-il que voilà, par exemple là il y a une expo à Rome là-dessus, j'avais fait une première œuvre où j'ai été acheter une réplique de cinéma de Kalachnikov, mais on dirait une vraie. Okay. Je suis sorti du bureau de poste, franchement, les gens me regardaient. Bon, elle était emballée, mais bon. Et du coup, je l'ai pas entièrement. J'ai commencé à peindre une femme nue dessus. J'ai peint le slogan Nipples before rifles, genre les tétons plutôt que les mitrailleuses. Ouais, c'est ça. Pour dire que voilà, il y a quelque chose qui me fait vraiment flipper quand j'essaie de théoriser un peu ce à quoi m'a amené Petite Luxure. Il y a quelque chose de très flippant dans le fait où aujourd'hui le principal vecteur de communication mondiale sur les images et même les concepts, c'est les réseaux sociaux. Alors ils changent, maintenant il y a TikTok, je sais pas quoi, je les connais pas tous, mais et c'est vrai que c'est devenu la norme, bien plus que la télé, les journaux ou la radio ou quoi. Et surtout c'est mondial, et ce qui me fait flipper, c'est que tout ça c'est basé dans moi j'adore les États-Unis, j'y vais très souvent, j'adore la Californie, mais là le point de vue américain avec tout ce que ça comporte de puritanisme et tout, de 20 km² autour de San Francisco est en train de devenir la norme mondiale pour tous les jeunes qui grandissent avec. Et voilà, et moi qui me dis que mes filles, quand elles seront vraiment sur les réseaux sociaux, elles vont pas penser que vraiment les tétons de femmes c'est une hérésie parce que sur Facebook on n'a pas le droit de les montrer, mais qu'une vidéo de décapitation c'est pas si grave. C'est ça.
Du coup, ça me fait un peu flipper, donc j'ai un peu théorisé là-dessus. Et bref, tout ça pour dire que cette expo, j'ai fait cette première œuvre que j'ai pas eu le temps tout à fait de finir. Et par exemple, voilà, c'est quelque chose où je me limite un peu parce que je sais pas si je la publierai sur Instagram parce que je sais que ça va faire une polémique. Ouais. Et du coup, ça me fait. À l'époque où j'en vivais pas, ça me dérangeait pas de créer. J'étais des coupures fourmilières. Là, je prends plus de risques, donc il y a des choses où je me. Du coup, j'ai fait une deuxième œuvre qui est sympa aussi, vous la verrez, mais qui est un peu moins polémique. Okay. Mais voilà, donc la liberté, on l'a. Après, le problème, c'est que les contraintes, c'est nous qui nous les fixons. Et puis voilà, ce qui est triste aussi, je trouve, des fois, pas triste, mais c'est que finalement, maintenant que mon travail, c'est devenu une grande liberté, mais les contraintes, des fois, elles viennent d'ailleurs. Et le fait de travailler chez moi, voilà, c'est débile, mais je suis hyper content de pouvoir aller chercher mes filles à l'école. De gérer tout, sauf qu'en fait maintenant je note mes heures et des fois je m'aperçois que mes journées sont tellement morcelées que quand on s'assoit une demi-heure dans son atelier, on n'a pas le temps de trouver une idée, quoi. Des fois il faut 3 heures d'affilée. Et quand on travaille chez soi, c'est parfois compliqué. Donc là, par exemple, j'ai une grosse expo qui va se lancer à San Francisco en avril. Donc t'es parti dans une cabane. Je pense que je vais faire ça au moins pour la conception, les croquis, savoir ce que je vais faire comme œuvre. À mon avis, je vais m'isoler quelques jours, voire une semaine ou deux. C'est ça. Dans une cabane au fond des bois, ouais. Mais ça, c'était une autre de mes questions. C'est le genre de routine, parce que voilà, on a tous un moment bossé chez soi et tout ça. Le genre de routine que toi tu mets en place. Est-ce que tu passes du temps vraiment à regarder, observer? Et c'est plutôt alors on en parlait avec Pierre la semaine passée, mais est-ce que tu Pinterest? Nous on trouve ça horrible, mais non. ou alors la question est anglais, mais ça tombe bien. Tu vas dans. Oui, je ne fais que ça. C'est ça. Tu pars dans une bibliothèque bibliothèque communale. Enfin nous on est bibliothèque communale, mais oui, c'est ça. publique, voilà. Et tu je sais pas, tu feuillettes des livres, tu regardes des films, ou alors non, en fait, tu sais que tu te mets derrière ta table, tu traces tes dessins et t'y es. Alors c'est compliqué. Au début, c'était vraiment, j'avais aucune. Déjà, j'essaie de me couper un maximum des inspirations sur l'érotisme en général, parce que moi, ce qui me fait rigoler dans ma démarche, c'est de rendre érotique quelque chose qui ne l'est pas. C'est-à-dire que je sais pas, je vais bouffer une choucroute. Moi, choucroute, c'est tout de suite grivois, mais je sais pas, là, il y a un extincteur par un pot mur. Et j'essaie d'imaginer, il y a un truc érotique et rigolo autour de l'extincteur. Alors que si on me dit. Je sais pas, pour moi, le pire de truc serait faire une affiche de film porno parce que ça serait illustrer quelque chose qui est déjà porno. Du coup, c'est pas moi qui rajoute le grain de sel dans le truc, donc c'est pas rigolo. Ce qui fait que déjà, voilà, j'essaye de pas trop me. Par exemple, c'est pour ça que pour moi, René Gruau, sur les artistes que je vénère, René Gruau est plus une idole pour moi, par exemple, que Manara. Dans le sens où Manara est complètement dans l'érotisme, mais il va avoir un trait qui est très bavard et qui finalement. C'était un peu plus dans ce sens-là. Est-ce que tu t'inspires alors d'artistes En fait, voilà, moi, il y a des artistes que j'adore regarder, mais par exemple, Gruau, je l'aime tellement que j'ose plus le regarder parce qu'il me tétanise. À chaque fois que je vois une de ses images, je me dis, c'est ce que j'aurais rêvé faire. Il l'a fait 60 ans avant moi et 100 fois mieux. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est rigolo, c'est que j'ai appris que Gruau, en fait, ses œuvres qui l'ont rendu célèbre et qui l'ont amené à la postérité, en fait, il les aimait. Enfin, pour lui, c'était pas de l'art, parce que c'était des travaux pour Dior, c'était du dessin de mode ou de publicité. Et il a jamais compris que ce soit ça qui se vende, parce que lui, en parallèle, et j'ai vu chez mes amis de Penchef à Marseille, il faisait des huiles. Et des trucs qui étaient presque kitsch quand même, avec des fauves avec des grands immeubles et des fauves qui marchaient dans le ciel, ultra réalistes. Et ça, c'est ce qu'il aimait faire, mais il en a jamais vendu. Bref. Du coup, il y a des artistes comme ça. Voilà, en ce moment, j'ai un bouquin sur comment il s'appelle qui jouait dans Charlie, dessinateur italien. Bref, ça me reviendra un nom aussi, mais bref, qui dessinait une femme qui avait à la coupe de Louis Brooks. Bref, et des fois, lui, c'est pareil. À chaque fois que j'ai une putain. Ouais. On mettra de toute façon dans la description du podcast on mettra tous les liens. Quand tu auras retrouvé, tu me l'envoies. Ouais, j'ai des amis italiens, du coup, on va souvent en Italie. Et j'ai trouvé ce recueil là-bas où il y a plein d'artistes qui ont rendu hommage à son personnage. Et chaque case, c'est une petite luxure, quoi. Chaque case, il y a des non-dits graphiques et c'est érotique. Donc, c'est des choses qui m'inspirent, mais en fait, on va dire, déjà, je regarde jamais d'inspiration en ligne, quasiment pas, ou alors c'est vraiment technique. Si je veux faire un dessin avec un fauteuil de Hims, par exemple, je vais regarder 3-4 images et généralement, après, je ferme et je leur dessine des mémoires. C'est ça. Ou alors, voilà, une fois ou deux par mois, quand j'ai vraiment le luxe de le faire, je prends mon vélo, je vais à Paris et je vais faire 2-3 expos. J'achète 2-3 bouquins, je me pose dans un café, voilà. Mais je prends jamais de référence visuelle parce qu'en plus sur la ligne claire, il y a beaucoup. Je vais peut-être paraître prétentieux parce que moi, je suis pas un bon dessinateur. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans la BD qui dessinent comme des dieux. Moi, voilà, je suis graphiste à l'origine, donc
c'est parfois difficile d'accoucher d'un dessin pour moi, alors qu'il y en a qui le font. Mais je pense que les gens, ce qu'ils aiment dans mon trait, c'est pas la précision. Ils préfèrent. Moi, je préfère un dessin inexact au niveau des proportions et tout, mais qui est sincère au niveau de l'idée. Ce qui fait que moi, j'ai vu beaucoup, et j'ai utilisé le terme, mais pour moi, il y a un côté usurpation dans les gens qui prennent une photo, la décalquent, et voilà. C'est-à-dire que dans le tatouage, dans plein de domaines qui sont des arts appliqués, je trouve ça tout à fait normal. Moi, j'ai des tatoueurs avec qui je m'entends très bien, qui prennent des images de rêve, mais quand le produit fini qu'on propose, c'est un dessin sur papier, et que ce dessin, on sait que ça a été décalqué dans Illustrator avec une photo derrière, je trouve que c'est quand même un peu du mensonge. Du coup, moi, c'est vraiment quelque chose que je fuis complètement, dans le sens où je vais avoir de l'inspiration, mais quand j'ai besoin d'une inspiration technique sur un endroit, un meuble et tout, je vais regarder des images de rêve, je vais tout fermer, je vais le dessiner une demi-heure après. Et pour tout ce qui va être inspiration plus artistique, j'essaye de prendre des choses plus éloignées de moi, c'est-à-dire pas de l'érotisme, pas du contemporain. Par exemple, je peux passer des heures dans les salles des sculptures des romantiques au Louvre, parce que pour moi, chaque statue, c'est un érotisme incroyable, la courbe des mains qui est faite dans un bloc de marbre, un putain de truc qu'on serait même pas capable de découper aujourd'hui. Enfin, si, il y a des sculpteurs qui le font encore aujourd'hui, heureusement, mais donc j'adore le 19e, le romantisme, les petites gravures, il y a beaucoup de choses. Voilà, donc je prends des références, mais j'essaie d'avoir soit des trucs qui soient pas du tout artistiques, et si c'est artistique, il faut que ça soit assez éloigné, parce que de toute façon, je pourrais jamais lutter, et puis si je commence à copier-coller du Gruau ou du Manara, ça sera mauvais, et ça sera pas intéressant, quoi. Tout à fait. Voilà pour mes inspi. Et sinon, après sur les thèmes, c'est vraiment du sujet de tous les jours, quoi. J'ai un Google Docs où je note tous les trucs qui m'inspirent, un morceau de musique, une bouffe, une couleur. Et voilà. Et le reste de ta journée, alors, dans ton... Tu vois, parce qu'au départ... Ah oui, c'était la routine. Ce genre de truc. Est-ce que la routine, ça te... Parce que là, moi, je suis en train de réfléchir à fond sur ces histoires de routine et tout ça. Est-ce que c'est vraiment important ou pas ? Est-ce que le fait de t'ancrer des habitudes, finalement, ça déclenche ta créativité ou pas ? Ça dépend, ça m'apporte une paix qui me permet... En fait... Je le vois maintenant que je travaille de chez moi, j'habite pas à Paris, je suis dans une vieille maison qui est dans une petite ville à, on va dire, 30 minutes de train de Paris. Honnêtement, là, depuis un an que j'y suis vraiment tout le temps, je pensais que j'irais plus souvent à Paris. Bon, là, il y a les grèves depuis 2 mois qui nous aident pas trop, mais c'est vrai que je me voyais un peu la vie d'artiste. Et maintenant, par exemple, qu'avec Gallimard, pour le bouquin, j'y vais assez régulièrement. Il y a un peu ce fantasme du quartier, voilà, autour des Beaux-Arts, où on est dans le 6e. J'ai rue Gaston Gallimard dans le particulier. Du coup, quand j'y vais en vélo, je me pose dans un café. Il y a tous les... La dernière fois, c'était le Goncourt, le Renaudot, il y avait tous les éditeurs et les auteurs de Paris. Il y a un côté un peu excitant que j'aimais bien. Mais c'est vrai que tout ça, je le vis moins que ce que je pensais. Et puis même parfois, quand j'ai vraiment un temps libre, je préfère prendre mon vieux Jeep, aller dans les bois et promener mon chien à les pieds dans la boue. Ouais. Parfois que d'avoir l'excitation parisienne, mais c'est un entre-deux. Et après, sur la routine, on va dire, la routine vraiment quotidienne, elle m'aide pas à avoir des idées, elle me permet de les développer. Mais après, j'ai des routines, voilà, en fait, c'est-à-dire que au tout début, c'était compliqué parce qu'on a une vieille maison, on la retape au fur et à mesure et j'avais pas d'atelier vraiment à proprement parler. Là, l'an dernier, on a refait tout le grenier où je me suis fait un vrai atelier où je suis vraiment content. J'ai fait des vieilles verrières avec les fenêtres de ma grand-mère. Enfin, c'est un endroit qui me ressemble, je suis vraiment très content. Il y a beaucoup de lumière. Il est un peu petit maintenant que je fais des grands formats à cause d'Eric, c'est compliqué, mais comme j'ai 2 petites filles, les petits dessins, je peux les cacher, là, les grands formats, des fois, quand elles rentrent de l'école, je suis obligé de retourner des toiles parce que faut pas tout voir. Ouais. Et du coup, j'ai des routines, mais qui sont presque un peu, je pense que si je racontais ce que je fais tous les matins, on me prendrait pour une vieille femme de 60 ans qui tire les cartes, quoi, parce que je suis un gros collectionneur de sous, ma femme aussi, puis ça vient de mon père, du coup. Et j'ai des dizaines de vélos, j'ai plein d'appareils photo, je fais beaucoup de photos argentiques, enfin, j'ai une 40aine de bleus de travail, enfin, j'ai des mes lubies, voilà. Et j'ai pareil, hein. J'ai plein de vélos, j'ai plein d'appareils argentiques et j'ai des bleus de travail. Voilà, là je viens d'en acheter un sur le chemin. Voilà, et à chaque fois que je vais dans une ville, j'ai dans les friperies. Et bref, et dans mes lubies, j'ai les vinyles, j'ai un bon millier de vinyles, on va dire. Et bref, dans ma maison, j'ai une petite alcôve qui donne sur le salon où j'ai mis tous mes vinyles et l'hi-fi, sauf qu'elle donne sur le salon et la salle à manger. Du coup, on peut écouter ça que quand on est à table. Comme j'écoute beaucoup de hardcore punk ou des trucs vraiment très barrés, ou alors à l'inverse du blues. J'ai 2 extrêmes, c'est le Delta Blues ou alors carrément le folk, presque les chansons moyenâgeuses, enfin tout le revival folk des années 60 de murder ballads, de trucs presque gothiques, j'adore. Et le hardcore punk, enfin pour moi l'album ultime c'est Teenage Hate des Retards, donc c'est vraiment trop le blues. Et du coup
quand ma routine, moi, le matin, c'est on a plein d'encens un peu chelous qu'on achète aux États-Unis, des trucs. Du coup, souvent le matin, je me fous dans mon bureau quand tout est calme et j'allume un encens un peu chelou. J'adore les encens de cathédrale et tout. J'aime pas du tout les encens au patchouli. Je sais pas quoi. Faut vraiment que ce soit un truc qui évoque la mort. Non, oui, t'as l'impression d'habiter dans un manoir du 18e, ouais. C'est ça. Et voilà, typiquement, moi, le disque de la routine, c'est The Power of True Love Note de Judy. Non, pas Judy Collins, c'est Collins, mais je sais plus son prénom. Shirley Collins, qui était une chanteuse anglaise qui est sortie à un moment avec Alan Lomax. Et c'est un album où elle fait que des chansons presque moyenâgeuses avec sa sœur qui joue un espèce d'orgue qui sonne comme un orgue de barbarie. C'est que des histoires sur les rois Richard et tout. Et moi, si je mets ça, c'est bon, je peux dessiner pendant 12 heures, quoi, parce que j'ai vraiment la paix. Et, il me manque juste la grosse forêt en face, quoi, mais ça, je l'ai pas. Ouais. Et ça, c'est vraiment la routine de la journée où je veux dessiner au calme et tout. Ça va pas me permettre de trouver des idées, mais par contre, quand je suis dans cette disposition-là, je peux prendre 40 croquis et je vais faire des ancrages à fond et c'est cool, quoi. Voilà. Excellent. On mettra tous les liens je crois qu'on écoute le même genre de musique, donc c'est super. Mais je mettrai tous les liens de tous les groupes que tu as cités dans la description. Maintenant, je m'amuse. En fait, il y a pas très longtemps, en fait, justement, c'était ça c'est que pendant longtemps, j'écoutais que des MP3 dans mon bureau et ça m'a un peu relouté. Du coup, là, j'avais 2 platines, j'en ai remonté une dans mon bureau. Donc, ça fait depuis avant Noël, maintenant, je me permets c'est devenu un rituel le lundi matin. Je choisis une quinzaine de vinyles dans ma collecte en bas et je passe la semaine à les écouter, ce qui me permet d'en réécouter. J'en mets de côté aussi, des fois, je me dis. Si j'avais su ça avant de venir, je t'aurais amené tous les vinyles de notre label. Ah, bah, non, ouais. Je te les enverrai. Je t'en enverrai quelques-uns. Avec plaisir, avec plaisir. Et donc attends, et tout à l'heure à un moment tu as parlé donc tu me disais que t'étais, tu nous disais, Pierre, on t'entend pas beaucoup aujourd'hui. C'est vrai, dis non. Mais en fait, c'est assez confortable de faire un podcast avec quelqu'un comme Simon qui est très généreux en fait. Ah oui, non, oui, je suis pas comme Laurie, tu peux faire. C'est assez chaud. Enfin, moi j'aime beaucoup. Mais ouais, non, désolé, forcément, je prends une position un peu de spectateur presque. C'est ça. Mais parce que bon, désolé, je te laisse un peu plus la parole. Écouter, tu donneras une cote à la fin. Ouais. Alors, j'ai l'impression d'être au repas de famille. Il y a toujours un oncle un peu bavard qui raconte bien les histoires et qui a plein d'anecdotes super intéressantes. Et du coup, je me pose et j'écoute. Ouais. Ah, bah c'est gentil. Je sais pas si c'est intéressant, mais je dois tenir ça de mon père aussi. Parce que sur un sujet, c'était super. Mais et donc, attends, tu m'as perdu maintenant avec tes histoires. On parlait de routine. Non, mais et tu disais que t'es assez investi dans les mouvements féministes et tout ça. C'était aussi une des questions, c'est que, donc, par rapport au sujet qui est traité et tout ça, est-ce que ça t'est déjà arrivé, parce que je sais qu'il y en a d'autres, et donc, attends, parce que je me paume dans ma question. Mais ce que je voulais dire, c'est... Quoi ? Je ne comprends pas où tu veux en venir, en fait. Non, tu parlais de polémique, qu'est-ce qui se passe en fait ? Parce que moi, je suis un peu aussi éloigné de tout ça. Il y a des polémiques. Après, il y a eu... Moi, j'en crée régulièrement des polémiques. Malgré moi, en fait, c'est compliqué. Je marche souvent sur des œufs, mais maintenant, c'est le cas tout le temps sur Internet. Surtout sur ces sujets-là, et surtout maintenant que je commence à sortir du bois. C'est-à-dire que à une époque où personne ne savait qui j'étais, on pouvait pas trop angler mes trucs. Parce que forcément, moi je dessine, je m'impose pas, je suis pas un magazine, j'ai pas une ligne éditoriale, donc je dessine vraiment ce qui m'inspire. J'ai pas envie de me forcer à dessiner un truc qui va pas m'inspirer parce qu'il faut le faire. Parce que je sais que s'il y a pas de plaisir au moment où je fais le dessin, il y a pas de plaisir au moment où on le regarde. Et c'est vrai qu'à l'époque où j'étais vraiment anonyme, on me l'a jamais trop reproché. Alors que franchement, c'est débile, mais je suis sûr qu'on file tous mes dessins à un psy et il va très vite pouvoir dresser un portrait qui sera le mien. Mais ce qui fait que c'est drôle, je me suis fait clasher parce qu'on pensait que j'étais une fémène et que je mettais les hommes dans des positions de soumission tout le temps. On m'a clashé parce que j'étais un gros salace qui représentait que des femmes et qui objectivisait les femmes. Donc il y a vraiment tous les cas de figure et c'est vrai que moi c'est parce que souvent après on va me reprocher de tu fais pas tel type de personne, tu fais pas tel type de relation, je fais oui, je suis désolé, il y a plein de choses où je voudrais, par exemple, évidemment, on me dit souvent mes dessins sont pas racés, entre guillemets, on reconnaît pas des gens de couleur, parce qu'en fait, pour moi, c'est un peu un non-dessin, c'est-à-dire que si je pouvais dessiner des bonhommes patates, je le ferais, parce que plus ils sont neutres, entre guillemets, plus les gens vont pouvoir se projeter. Sauf que moi, étant un homme blanc français, hétérosexuel, du coup, les choses que je trouve neutres sont pas forcément la neutralité pour d'autres. Donc c'est compliqué, je peux pas être universel, donc je suis obligé de demander parfois aux gens de faire un effort intellectuel pour et moi c'est vraiment quelque chose que j'aime, parce qu'après avoir fait 15 ans de publicité où on prémâche le message aux gens parce qu'on les prend pour des cons, je trouve que c'est vraiment un gage de confiance aux gens, de leur dire, faire confiance à leur intelligence.
Ouais. Pour interpréter le dessin comme ils peuvent, enfin comme ils veulent entre guillemets. Sauf que voilà, du coup, avec toutes les polémiques actuelles, c'est vrai que souvent les gens font pas exprès, mais en tout cas l'interprètent parfois à tort. Ça, si tu veux que les gens se projettent, après ils se projettent comme ils veulent aussi. Voilà, c'est ça. Donc s'ils ont quelque part envie de voir le mal dans. Donc ils se font plaisir. C'est vrai que moi typiquement, des fois aussi, je me représente de pas montrer des gens gros et tout. Alors en plus, j'adore. En plus, c'est horrible, mais personnellement, moi, j'adore les formes. Sauf que comme j'ai un trait que je veux vraiment minimal, souvent, je me laisse un peu portrait par mon trait. Et du coup, j'essaye maintenant d'intégrer un peu des plis, des choses comme ça. Sauf que ça complexifie le trait. Et du coup, je m'éloigne un peu de ma volonté de faire quelque chose de naïf et de simple, en rajoutant des plis à droite à gauche. Donc j'essaye de trouver, mais ça c'est vraiment un effort que j'essaye de faire. Après, le fait de dire, mais on reconnaît pas tel type de personnage, tel type de race, ou tel... Par exemple, on me dit souvent, il y a très peu de scènes homosexuelles masculines. Alors oui, c'est vrai, mais du coup, j'ai l'impression que je sais pas qui alimente quoi, parce que quand j'ai fait un appel à histoire pour mon livre, j'ai reçu 900 histoires, et quasiment entre 850 et 900, et sur les 900, il y avait une histoire entre deux hommes. Et j'ai voulu la mettre dans le livre, mais en plus, l'histoire était pas très bien écrite, ça m'a pas inspiré visuellement, donc je me suis dit, j'ai pas envie de prendre le mot de service, parce que voilà. Ouais. Alors que j'ai 80% des histoires que j'ai reçues, c'était des femmes, il y a eu beaucoup d'histoires de femmes entre elles aussi. Donc j'ai aussi un peu pris la matière, en tout cas pour le livre. Ce qui fait que voilà, on m'a reproché pas mal de choses, on m'a clashé il y a pas longtemps parce que j'objectivisais les femmes et je leur ai expliqué. Et voilà, par exemple, que je représentais pas de... Sauf que par exemple, moi je suis abonné à Félix Eon, faut que vous alliez voir ce mec sur Instagram. C'est un artiste brésilien qui fait que des scènes queer et homosexuelles, enfin gays entre hommes. Et c'est un travail exceptionnel, il fait des gouaches, on dirait des images des années 40, je suis vraiment ultra fan. Okay. Et je me dis, voilà, oui, alors je suis désolé de pas pouvoir tout représenter, du coup ça crée des polémiques, mais je pense que les gens, faut qu'ils arrêtent aussi de penser que tel type de personne ou tel artiste va tout faire, faut qu'ils fassent leur marché. Ouais. Et voilà, et qu'ils s'abîment à Félix et Eon pour avoir des scènes homo et queer, parce que personne va lui reprocher de pas faire de scènes hétéro à lui, qu'ils s'abonnent à moi s'ils veulent des trucs avec des couples hétéros ou des femmes ou des choses comme ça. Ouais. Et c'est aux gens de faire leur marché aussi, mais voilà. Et après, moi, je suis investi dans les milieux féministes, mais moi, j'ai grandi, j'ai que des sœurs, j'ai que des filles, j'ai grandi avec des femmes, j'ai pas été élevé comme un garçon. J'en ai beaucoup souffert dans mon enfance, donc je pense que j'ai une très grosse part féminine dans moi. Ma femme m'a toujours reproché de pas savoir faire d'image féminine, et maintenant que je fais un projet qui fonctionne, les gens pensaient que j'étais une femme. Donc bref, j'ai un rapport à la féminité qui est assez fort pour moi, mais voilà, je suis un homme, donc est-ce qu'un homme peut se présenter en tant que féministe, je sais pas, j'ai pas envie de passer pour un usurpateur. Moi, j'ai eu beaucoup de valeurs sur beaucoup de sujets, et ce qui fait que j'ai été très vite associé, mais parce qu'on m'a demandé, la première expo que j'ai faite, c'était à Los Angeles, c'était une féministe punk qui avait fait une expo géniale, ça s'appelait Lifetime of Dick Pics. Okay. Pendant 1 an, elle s'est abonnée à tous les sites de rencontres, elle a enregistré toutes les Dick Pics qu'elle a reçues. Et après, elle a reconstruit un appartement entier avec des meubles, des tapis, des papiers peints et tout. Et elle a mis partout comme des photos de famille, les photos de bites qu'elle avait reçues. Okay, et elle a demandé à des artistes de faire plein d'œuvres. Du coup, on avait fait des trucs hyper revendicatifs et tout. J'avais fait un cuni, c'était marqué Shut Your Mouth, je sais plus. Okay. Mais donc en fait, c'est les féministes un peu barrés qui sont venus me voir, et du coup j'étais hyper content de pouvoir y participer. Ouais. Et maintenant je le fais beaucoup. On travaille avec un salon à Paris, Désolé Papa, où c'est quasiment que des femmes, et on fait des week-ends entiers où on tatoue mes dessins et tout est reversé à des associations féministes. Je travaille avec la Brigade de l'amour où on fait de temps en temps des sweatshirts, c'est pareil. Ouais. Du coup voilà, je mets souvent mon travail au service de ce genre de cause. Voilà, mais plus de manière pour aider des associations, on va dire. Après, je vais pas faire des affiches. J'ai fait quelques affiches un peu pro-féministes et tout, mais j'ai pas envie de politiser mon travail. Moi, je suis vraiment sur un point de vue un peu léger. Il y a tellement de façons lourdes de parler de ces sujets. Voilà. On m'a déjà reproché de faire du féminisme bas de gamme. Je suis tant mieux. Ça veut dire qu'il est accessible, parce que je suis pas Simone de Beauvoir. Et il y a évidemment, heureusement, il y a des féministes très sérieux qui théorisent tout ça et qui, je pense qu'il devrait avoir beaucoup plus de voix au chapitre. Ouais. Moi, je reste dans le divertissement. Il faut que ça fasse sourire. Si ça fait passer des valeurs de respect et de liberté, c'est exactement ce que je veux faire passer. Mais ça porte pas, c'est pas un discours politique, quoi. Donc je veux pas être jugé comme ça, quoi. Je voulais pas t'emmener sur un terrain de provocation. Non, mais c'est vraiment ce que je cherche, c'est la liberté, la bienveillance, même si c'est un mot que ma femme déteste, parce qu'en ce moment on le dit partout. Mais moi, c'est la légèreté. Faut que ça fasse sourire et que ça donne envie. Ouais. Voilà. Après, il y a une subjectivité dans mes dessins, et je m'en excuse parce que je suis un être humain. Et par contre, voilà, il faut pas que les gens pensent que j'ai pas de respect pour des trucs que je veux moins développer. C'est juste que je ressens pas l'envie au niveau artistique et visuel. Du coup, je veux pas me l'imposer, parce que sinon je vais me mentir à moi-même et aux spectateurs. Donc
Par contre, si un jour je ferais une grande liste d'artistes complémentaires à mes œuvres pour qu'on puisse se faire un panel, voilà, que tout le monde puisse avoir une voix au chapitre et puis surtout fasse son petit marché pour se créer la vision qu'il veut de l'art sexualisé entre guillemets. Quoi. Ouais. Et question con, mais alors elle propose quoi comme alternative au mot bienveillance? Parce que je cherche, parce que je déteste aussi ce mot. Pourtant, et pourquoi? Est-ce qu'il y a besoin d'une alternative? Je sais pas. Pour moi, je pense qu'il y a... Qu'est-ce qui va pas avec ce mot, en fait? Il devient connoté, je pense que c'est pour ça. Il devient connoté un peu... Enfin, tu vois, maintenant... bisounours. Tout le monde veut... bisounours, tout le monde veut que tout le monde soit gentil avec tout le monde et tout ça, quoi. Mais la bienveillance, pour moi, elle est plus ancrée dans la relation avec les autres. Du coup, il y a ce côté, effectivement... extrême gentillesse qui peut être un peu bisounours comme tu dis, ou finalement ah oui tu m'as marché sur la gueule, excuse-moi j'ai dû salir ta semelle, enfin il y a pas ça non plus. En fait c'est débile, c'est que moi je suis très comme ça, je fuis le conflit, j'ai jamais été un bon manager dans mes époques passées parce que je n'osais pas dire à un graphiste qu'il avait fait une mauvaise image et je le refaisais derrière lui parce que ça m'allait pas, enfin voilà. Mais à l'inverse j'écoute du hardcore punk, du queer hardcore, enfin du queercore, enfin des choses où vraiment ultra violentes. Et du coup, il y a un peu cette ambivalence des fois où on a vraiment... Enfin, je pense que le mot bienveillance, on va dire, du côté de ma femme, c'est qu'il y a un côté où... Enfin, voilà, le monde, il va suffisamment mal. On est déjà suffisamment vieux pour arrêter de se faire pisser à la gueule, dans le sens où... je sais même pas pourquoi je dis ça, mais je veux dire, c'est-à-dire que oui, il faut être bienveillant. C'est-à-dire que moi, par principe, quand je rencontre quelqu'un, j'ai un a priori sympathique, sauf s'il arrive en me crachant la gueule ou quoi, mais oui. Et c'est, voilà, j'ai été élevé dans l'humilité, par exemple, moi, il y a des gens qui m'ont marché beaucoup sur les plates-bandes à une époque et comme moi-même, j'avais l'impression d'être usurpateur parce que je suis pas un bon dessinateur et j'étais connu pour le dessin, alors que j'ai des potes qui font des BD de ouf, qui galéraient, donc j'ai jamais osé dire à machin, il se fout de ma gueule parce que, sauf qu'après, il y a eu quelques cas de figure où les mecs ouvertement se sont foutus de ma gueule. Du coup, c'est vrai que c'est un entre-deux qui est compliqué parfois, c'est qu'il faut être gentil par principe, je pense, avec son prochain, avec ses congénères. Oui. Mais la bienveillance à tout prix, elle devient compliquée à un moment parce qu'il faut pas non plus qu'on se laisse manquer de respect à soi-même, quoi. Donc, exactement. Je pense que de base, se dire je vais être bienveillant, c'est pas mal, quoi. Oui, si. Maintenant, pas au détriment de ton bien-être personnel. Mais... Après, sur le mot bienveillance en lui-même, je pense que ma femme, elle en pouvait plus parce que dans tous les blogs, sur tous les Instagram, dans tous les magazines féminins, c'était marqué en gros bienveillance. Il y avait vraiment ce côté galvaudé qui était un peu... Mais je comprends, parce qu'en même temps, quand on voit Trump, Bolsonaro, enfin voilà, tous les trucs qui se passent en haut des États du monde, on a envie de bienveillance parce que les gens qui nous dirigent en ce moment, ils ont pas trop ce mot-là à la bouche. C'est ça. Mais parfois, puis il y a un petit côté fallacieux, quoi, genre de sourire mielleux, alors que derrière, non. Moi, voilà, je suis plus sincère, souvent je parle trop et je me laisse emporter par mes paroles, mais ouais, il y a un moment où et ma femme me fait beaucoup de travail là-dessus, sur apprendre à dire non, Ah ouais. Toi aussi. C'est compliqué, parce que surtout maintenant que je suis à mon compte, j'ai pas d'agent. Là, elle m'a laissé un ultimatum. Elle m'a dit en 2020, tu prends un agent, sinon je divorce. Ah ouais. Parce que j'avoue, moi, je suis contrôle fric, je sais pas du tout déléguer. C'était une de mes questions, parce que t'as parlé de manager tout à l'heure. T'as dit le mot manager, et je me suis dit, est-ce que justement, il y a quelqu'un qui bosse avec toi? Non, pour l'instant, t'es tout seul. Quand j'ai des questions, je me présente un truc, je dis qu'est-ce que t'en penses, voilà. Mais et donc t'as pas genre un agent et t'envisages ça, c'est il faut, mais apparemment t'as pas le choix, sinon elle va divorcer. Oui. En fait, c'est compliqué parce que le métier d'agent en France, en tout cas pour les illustrateurs, il est vraiment plus dans la com, il est sur des relations avec des clients, parfois certains avec des éditeurs, mais par contre, tu veux pas un galeriste peut-être. Ça ou alors un galeriste. Ouais, mais un galeriste, mais c'est pareil, un galeriste, c'est voilà, Eric, on travaille ensemble, c'est très bien. Je pense qu'on va faire des salons à Bruxelles. C'est ponctuel, quoi. Donc c'est ponctuel, puis c'est sur un lieu. C'est-à-dire que si je vais exposer à Paris, je préfère travailler avec un galeriste parisien. Après, il y a beaucoup de rencontres. Voilà, aux États-Unis, là, ça marche beaucoup parce que j'ai rencontré Ken Hashimoto, qui est génial, qui est un américano-japonais. Il m'a exposé une œuvre dans une des expos collaboratives, ça s'est bien passé. On a fait une expo à sa galerie de New York en janvier, uniquement petite luxure, qui était très bien. Du coup, là, il m'a exposé à la foire de Miami. On va faire une expo à San Francisco, là, au mois d'avril. Du coup, il y a des rencontres qui permettent de développer tout un truc. Et effectivement, un galeriste pour monter une expo, c'est génial, parce qu'on file des œuvres et il gère tout. Mais sur un contrat d'éditeur, voilà, moi, il y a une partie logistique. Quand je fais des tirages à la maison, j'ai acheté un traceur, je préfère tout faire moi-même et tout.
Et du coup, gérer mes commandes de papier, d'enveloppe, coller les timbres. Là, avant de vous rejoindre, j'étais dans un café avec mon Mac. J'ai 12 prints qui ont été perdus en décembre. Il faut que je les retrouve et que je les renvoie. Enfin, ça, des fois, voilà, il y a des semaines où je passe plus de temps à répondre aux mails, à coller des timbres, à vérifier que telle œuvre est bien arrivée dans telle ville, que le cadre est pas cassé. C'est peut-être un assistant. C'est ça, là on est plus dans le côté assistana. Mais moi quand je parlais de agent ou manager, c'est genre justement quelqu'un qui va t'aider à développer encore plus le projet, à trouver des éditeurs ou trouver des gens autour, qui va utiliser son réseau pour toi. Parce que je crois que, après c'est un milieu que je connais pas bien, mais mais dans l'art, à part les galeristes, mais donc qui sont, comme tu l'expliquais tout à l'heure, vraiment sur des moments ponctuels et peut-être plus géographiques, vraiment une espèce de manager, agent. Et est-ce que ça fonctionne comme ça? Ouais, et j'ai pas trop l'impression, en tout cas, comme en ce moment, je creuse vachement la fibre artistique parce que j'ai beaucoup de marques qui me proposent. J'ai fait quelques trucs, là, j'ai fait les baskets pour Clé. Je bosse pour les couteaux d'Idjo aussi, on va refaire un peu parce que je les connaissais d'avant. On avait lancé la marque avec mon agence à l'époque. Donc je travaille un peu pour des marques, mais j'essaye vraiment de creuser le filon artistique parce que c'est hyper excitant de bosser pour des galeries ou parce qu'on raconte les histoires qu'on veut, voilà. Et ça, il n'y a pas vraiment de métier d'agent d'artiste entre guillemets, c'est-à-dire que moi là, j'ai beaucoup d'amis illustrateurs qui ont des très bons agents et qui leur ont présenté les books et tout, et les agents disaient, enfin pas le book parce qu'il n'y a pas vraiment de book, mais mon travail. Et les agents disaient ouais c'est cool, on aime bien, mais d'une c'est un peu niche parce que c'est quand même cul quoi, c'est-à-dire que je peux pas faire du grand public. Et puis mon dessin est pas suffisamment intéressant pour qu'on voilà, par exemple il y a pas longtemps, il y a un mec de télé assez connu qui m'a appelé pour illustrer son bouquin. Bon son éditeur déjà il m'a appelé 15 jours avant les remises des fichiers. Voilà. Donc ça s'est pas fait de manière générale, mais c'était pas quelque chose d'érotique, donc j'ai envie de lui dire oui mais non, parce que lui il adorait, parce qu'il y avait un côté jeu de mots, il aimait bien mes mots aussi, donc je pense que c'est pour ça qu'il l'avait proposé à son éditeur. Mais je me voyais pas illustrer ces trucs parce que c'était pas érotique et du coup, et en plus comme les bons mots c'est pas moi qui les trouvais mais le mec en question, il restait plus que mon trait et honnêtement même sans me voiler la face et en étant très humble et tout, je sais que mon trait il est pas très fort par rapport à plein d'autres gens qui ont un trait. J'ai installé une identité de marque, maintenant c'est reconnaissable, petite luxure, c'est du noir, du beige, un bon mot, machin, un trait de cul, mais techniquement ça n'est pas suffisamment intéressant parce que si on retire le fond et les mots et en plus l'érotisme, ce qui reste c'est une coquille vide, donc donc c'est pour ça tous ces projets là je peux pas les prendre, et les galeries, les agents dans le marché français ils travaillent beaucoup sur ce genre de choses. Il y a pas de puis moi je sais pas démarcher, j'ai pas envie de démarcher, je pense que c'est peut-être une fierté de ma part, j'attends qu'on m'appelle. Donc puis parce que je sais que quand une galerie m'appelle pour m'exposer, c'est qu'ils ont vraiment envie. Je me vois pas aller déposer des leaflets dans les. C'est pour ça que j'ai jamais exposé à Paris, parce que je pense que les galeries parisiennes elles sont déjà trop courtisées. Alors là il y a un projet qui va être cool, je pense, on en reparlera plus tard, mais c'est vraiment les prémices. Mais on me dit souvent viens exposer à Paris, viens exposer là. Je fais oui mais non on m'a pas proposé, donc je vais pas aller m'imposer. Donc c'est pour ça, et du coup il y a pas vraiment d'agents qui bossent avec les galeries en France. Je pense qu'aux États-Unis ça existe plus, les agents d'artistes entre guillemets vraiment. Donc c'est pour ça, non j'ai pas d'agent, mais il me faudra peut-être un assistant parce que là j'ai discuté avec Agathe Sorlet, que vous avez peut-être vu aussi, qui est aussi un peu dans le même domaine, qui fait de l'illustration mignonne, un peu érotique, qui est vraiment génial, on adore avec ma femme. On discute beaucoup sur Instagram parce qu'elle est hyper sympa. Agathe Sorlet, c'est deux sœurs en fait, Agathe et c'est Agathe que je connais plus, moi sa sœur je sais plus comment elle s'appelle, je crois qu'elles sont jumelles. Ok, mais je mettrai le. Vous mettrez très 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 bonne illustratrice, très féminine, et elle fait aussi un peu d'érotisme et tout. Et là on a discuté avant-hier et je lui demande s'il y a un agent justement, elle me dit mais comment tu fais, et je lui dis je suis toute seule, et là elle fait genre 15 000 émoticônes oh mon dieu. Parce que même elle qui est plus jeune que moi, qui a lancé son truc il y a 1 ou 2 ans de moins que moi on va dire, elle a déjà mieux rodé son truc quoi. Bon après c'est pas pareil, elle est plus jeune, elle a pas d'enfant, elle reconstruit pas une baraque en parallèle. Ouais, parce que elle a un assistant ou une assistante. Non mais par exemple voilà, c'est tout ce qui va être tirage d'art et tout, elle a un atelier qui fait des trucs vachement. C'est ça. Et là j'attends qu'elle réunisse de voilage et elle va me les présenter, parce que quand elle m'a raconté comment ça se passait, je me dis mais comment je fais pour tenir là voilà, mon traceur est tombé en panne, il faut que je le ramène à Paris en bagnole, et je peux plus faire de tirage pendant 15 jours machin. Que quand on prend un vrai pro qui le fait, c'est quand même autre chose quoi. Ouais, c'est clair. Mais après il y a des trucs, voilà, je vais me mettre à la linogravure par exemple, j'en avais fait à une époque. Et donc il y a des trucs que je vais continuer à faire moi-même qui sont à cheval entre la production et la création, parce que c'est existant. Je me suis racheté une vieille presse et tout, donc c'est marrant, j'ai commencé ça la semaine passée. Ah ouais, voilà. Moi ça fait un moment que j'en faisais un peu, puis là j'ai racheté une presse parce que j'avais revendu l'autre. Puis j'ai une très bonne amie qui fait de la sérigraphie, on fait des trucs ensemble aussi et tout, donc ok, cool.
Voilà, et puis beaucoup de médias que je voudrais faire, des céramiques aussi, là, et des bijoux. Bah ouais, c'était un peu parce que là, on a quoi? On a une petite heure. Ouais, Donc, ouais, t'as encore un désolé. peu de temps, toi, Un petit quart d'heure, ouais, mais ouais. vas-y. Hein. Mais ouais, donc là, c'était une question pour amener vers la fin, justement, le futur et d'autres projets. Donc là, tu parles déjà d'autres envies, d'autres médias, d'autres... et donc là, t'as quoi? T'as plein de choses qui arrivent pour 2020, 21, 22. Et alors dans les projets fixes, ouais, là, il va y avoir un partenariat avec une marque. Il y a l'expo à San Francisco surtout. Où j'avais plein d'envie, mais un peu freiné mon galeriste parce qu'il m'a dit en fait à New York ça marchait, ça a très très bien marché parce qu'il y a un milieu artistique très bon à New York. Et les gens arrivent, ils achètent ça comme des t-shirts H&M. Enfin c'est. Okay. Il m'a dit à San Francisco, je voulais faire des grandes pièces, des trucs plus barrés, des sculptures, des mises en scène et tout. Il m'a dit fais gaffe parce que à San Francisco, les gens qui ont de l'argent, c'est les gens de la tech. Et c'est pas des gros acheteurs d'art, ils vont pas se faire des collections de ouf, donc ils veulent bien lâcher $1000 dans un dessin, mais pas 5000 dans une sculpture de ouf. Ouais. Donc bref, donc je vais un peu calmer là-dessus, mais sinon voilà, ça c'est le gros projet, c'est voilà, il y a ça. Je vais avoir un partenariat avec une autre marque, on parle d'un autre livre avec mon éditrice qui n'aura rien à voir avec ça, on fera jamais de tome 2, les gens me demandent, on peut t'envoyer des histoires pour le tome 2, je fais non, ça va devenir le courrier du cœur sinon. Ouais, c'est ça. Donc ça sera un livre objet qui va être très beau. Je travaille aussi avec elle parce que moi j'adore l'art épistolaire. J'avais déjà fait des histoires où j'écrivais des. Ça, je vais le refaire bientôt d'ailleurs. Tenez-vous sur mes stories. Il y a quelques années, j'avais récupéré un stock de cartes postales aux encombrants et j'avais. J'ai hâte de recommencer à envoyer des cartes à des potes. Voilà. Oh là là. Moi, j'adore les vieux trucs. Enfin voilà, je m'habille qu'en vieille fringue. Enfin voilà, je suis né une ou deux générations trop tard, on va dire, mais. Du coup, aux encombrants, j'avais trouvé un stock de cartes postales vierges, genre des trucs bien ringards, Val Thorens 82 ou et du coup, j'avais écrit aux gens. En fait, j'avais demandé aux gens, il y avait une quarantaine de cartes. Dites-moi qui vous voulez que j'écrive et j'ai envoyé une lettre d'amour de votre part. Du coup, c'était super rigolo. J'ai envoyé vraiment partout autour du monde. Cher Jonathan, Jessica trouve que t'as un joli cul, signé quoi. Il y avait même pas de dessin, c'était juste des petits mots. Je leur demandais le prénom, l'adresse à l'envoyer, à qui envoyer, et puis un détail un peu rigolo quoi. Du coup, j'écrivais derrière. Et ça a vachement bien marché. Et du coup, là, je suis en train de me refaire un gros stock. Je vais envoyer. Okay. Moi, j'adore ce genre de choses. Je vais peut-être faire un appel à dons de Polaroid aussi, où j'ai demandé aux gens de m'envoyer des Polaroids et je vais dessiner autour. D'accord, ok. Donc, je vais essayer de faire plus de trucs en interaction autour de ça. Et notamment avec Gallimard, là, on réfléchit peut-être sur un truc sur l'art épistolaire où on va faire un objet qu'on pourra acheter, peut-être pour inciter les gens à se renvoyer des lettres d'amour. Enfin, je t'enverrai des lettres d'amour. Avec plaisir. Mais il y a, tu vois, l'illustrateur anglais qui s'appelle Mr. Bingo. Ah, je suis ultra fan de ça. Nous, déjà, à l'étude, quand on était aux études avec Pierre, on suivait ce truc. Et là, il a ses cartes You're a cunt. Ça, j'adore. Ça fait un moment qu'il fait ses cartes je trouve que lui, plus ça va, plus ses idées. Moi, il y a quelques artistes contemporains que je suis. Enfin, il y en a beaucoup, mais j'ose pas trop mais Mr. Bingo, pour moi, je trouve qu'il a vraiment les idées que j'adore avoir. Genre là, je sais plus si vous avez vu, il y avait un jeu concours où il faisait gagner un dîner avec lui dans 5 ans. Et du coup, là, je crois que ça a lieu dans un an. Du coup, tous les ans, il reprend contact pour être sûr que c'est ça. Et là, il vient d'en faire un, je crois, avec un gars. Et donc, il fait une photo avec lui. Je crois qu'il vient de le poster. C'était il y a 2-3 mois. Génial, mais il a des idées. Là, son calendrier de l'avant à gratter. Enfin, du coup, je trouve que lui, il a ce côté ultra cynique. C'est un peu l'inverse. C'est un peu la face obscure de ce que j'aime faire, moi. C'est-à-dire que lui, il fait beaucoup d'interactions et beaucoup de médias, mais il le fait toujours dans une façon un peu grassante. Par exemple, je sais pas si vous connaissez le tampographe Sardon aussi. Si, ouais. J'adore, hein, j'ai un très bon ami photographe, on a été tirer son portrait chez lui, on avait passé la journée à son atelier. Ok. Il est génial. Et moi j'adore ce genre d'idées, du coup ça peut prendre beaucoup de formes différentes. Alors après, moi je suis un peu prisonnier entre guillemets de mon visuel parce que les gens veulent voir Par exemple, mon livre, il est ultra minimal, c'est rouge avec une couverture blanche, et on a dû remettre un bandeau avec un bout de dessin pour que les gens voient les ingrédients de sculpture. Du coup, ça, je l'ai, mais maintenant, ça gage à moi de l'appliquer soit sur d'autres médias, bosser avec des céramistes, j'ai déjà plusieurs projets en cours, là, je bosse avec une brodeuse, voilà, je disais sur une Kalachnikov, enfin voilà, je pense que mes ingrédients visuels, je vais essayer de les... Parce que déjà ici, il y a, dans l'expo, j'ai vu que il y a une sorte de... Tu mélanges les trucs avec des photos, tu redessines par-dessus des photos. Il y a des petits collages là-dessus. Ça, c'est le début. J'avais fait, je sais pas s'il l'a laissé parce qu'il l'a vendu au début. J'avais fait une sculpture avec de la vieille vaisselle. Donc, il y a des choses où je vais faire ça. Moi, comme je disais, je fais beaucoup de photos argentiques, donc je voudrais bien trouver un moyen de mixer ça. Donc, il y a le Polaroid, mais je pense que je vais passer par d'autres trucs aussi. Faire des anamorphoses avec des 6-6 et il faudra regarder dans le passe-vue pour voir le dessin. Enfin. Donc, j'ai essayé, on va dire, sur la partie purement visuelle, de mixer ça. Le livre qu'on va préparer, là, ça sera un truc vraiment, ça sera un livre pop-up, je pense, mais il y aura un truc très conceptuel, ça sera pas gratuit. Donc, moi, j'essaie toujours d'avoir du fond, et puis de jouer avec mes codes graphiques là-dessus. Et après, en parallèle, je voudrais bien, mais de façon purement artistique, pousser des choses qui soient plus conceptuelles.
Donc sur l'art épistolaire, j'essaye de faire un truc aussi sur des trucs qu'on abandonne dans des villes que les gens vont noter, comme les livres que les gens se passaient, ou mettre des appareils photo jetables et puis renvoyer la pellicule à une adresse et la faire développer. Enfin, voilà. Alors il y a des trucs qui rentreront dans le cadre de Petite Luxure ou non. Par exemple, j'ai un projet, je pourrais jamais, mais ça fait des années que je veux le faire, c'est récupérer plein de vieux outils, genre des vieilles perceuses, et j'ai plein de phrases hyper trash qui vont autour, genre avec une perceuse marquée ouvre bien la bouche, avec un vieux sécateur, tu pourras plus jouer du Chopin après, enfin voilà. Et les fondre dans le béton et foutre ces objets avec des espèces d'oriflammes façon, enfin voilà. Mais ça n'a rien à voir, mais c'est des genres de projets que je garde en tête. Mais voilà, peut-peut-être qu'alors ça peut être un projet où à un moment qui sont sous ton propre nom plutôt que Petite Luxure, comme j'ai plus l'exemple en tête, mais il y a des artistes qui ont été très identifiés avec une sorte, comme toi, avec une image de marque, et puis à un moment sont partis sur leur propre nom et ont justement pu ouvrir complètement et faire ce qu'ils voulaient sans être tenus par le... Ouais, non, mais c'est ça. Puis voilà, après, là, je suis en train de refaire un BMX à ma fille, et ça fait 2 mois que je fais une guitare avec un bidon d'essence. Voilà. Okay. Donc il y a plein de trucs mais en tout cas sur Petite Luxure, voilà, je pense que je vais creuser le filon, il y aura toujours les petits dessins sur Instagram, parce que c'est ça que les gens veulent, et même si j'ai peur des fois de me lasser, c'est... Toutes les semaines, il y a des gens qui me disent « Ah, je viens de découvrir », donc ça me rassure, je me dis que c'est pas encore éculé. Mais gage à moi de me... Après, voilà, parce que pour moi, là, mes bonnes résolutions, je voudrais bien plus dessiner, parce qu'en ce moment, j'ai pas le temps de dessiner, du coup. C'est une mécanique, mais parfois, quand on dessine pas 4 jours, le poignet, il est rouillé, ça se voit, quoi. Donc, j'aurais jamais une justesse dans le trait, donc ça, je l'assume, mais... Il y a des dessins que je fais, des fois, je les regarde 2 jours après, je me dis, il faut que je les refasse, c'est pas possible. Je peux pas me permettre de montrer ça aux gens. Mais voilà, donc oui, beaucoup de choses, de projets qui sont parfois flous, de projets plus personnels, mais puis voilà, aussi dans les actus qui sont pas de moi, mais le bouquin va sortir aux États-Unis, en Angleterre, en italien, en néerlandais, en espagnol, peut-être en japonais. Enfin bref, il y a beaucoup d'éditeurs qui vont. Mais là, la grosse sortie sera un éditeur belge, justement, qui travaille beaucoup avec les États-Unis, qui fait la version anglaise. D'accord. Ça va être un gros truc. J'espère que je vais pouvoir aller faire quelques dédicaces à New York ou ailleurs. Donc ça sera. Alors les Anglo-Saxons, souvent, ils ont deux saisons littéraires, donc je pense que ça sera à l'automne du coup, parce que le bouquin sera prêt au printemps, mais le temps de l'envoyer par bateau et tout. Voilà, donc ça sera une grosse actu pour les États-Unis, et voilà. Et San Francisco, l'expo, et un autre livre en préparation. Enfin voilà. Ok, super. Très bien. Cool. Bah voilà, je crois qu'on a un peu fait le tour. En plus, là, ça va être le moment où tu vas devoir aller dédicacer. On est pile poil dans le timing. Bah, merci beaucoup, Simon, de nous avoir prêté 1 heure de ton temps. Bah non, mais ça me fait plaisir. Je suis désolé de parler autant. Non, c'est super. Moi, ça m'embête, mais... Quand tu repasses dans le coin, on se fait une 2e heure. Voilà, parce qu'on a encore plein de trucs à se dire. Moi, je reviens à Liège avec plaisir. Et bah voilà. Bah donc on va faire ça. Et puis, on t'invite. On avait dit pas d'actu, mais bon, le 31 janvier, au Petit Bain. De toute façon, il sera pas sorti. Ah si, il sera sorti. Je sais pas si il devrait être sorti. Il sera sorti, ouais. Donc voilà. De version. C'était vachement bien. C'était vachement bien. J'ai adoré. Tourner la salle, le bateau a coulé. Mais et donc voilà. Bah oui, croisons-nous bientôt et on fait une 2e heure. Avec plaisir. Bah merci beaucoup et à très bientôt. Bah ouais, à très vite. Merci beaucoup. Salut. Merci. Salut.